Je suis très gêné de prendre la parole ayant eu 4 enfants. Deux questions. C'est intéressant que vous montriez la croix parce que le problème, le positionnement de l'Église catholique en particulier pose problème. À l'époque de Jean-Paul II, on s'inquiétait quand même parce qu'à l'époque du sida, interdire le préservatif, c'était quand même problématique. Aujourd'hui, le pape François hésite à prendre des positions, il repousse, il rejette. Donc ça c'est ma première question. Est-ce que vous envisagez dans ce domaine? Le pape François, il nous avait un peu étonné quand il avait fait sa déclaration à l'avion, là, autour des Philippines, il avait dit les catholiques ne sont pas obligés de se reproduire comme des lapins. Bon, alors évidemment tout le monde s'est dit tiens super. En fait, il faisait référence à une dame qui avait déjà eu 7 enfants via 7 césariennes et il disait bon, là vous risquez de mourir et donc de faire 7 orphelins. Par contre, effectivement, quand il était réintervenu dans son encyclique, la Laudato Si, là il était beaucoup moins clair. Voilà. Donc effectivement, c'est un peu dommage que l'Église soit, disons, en retard, entre guillemets, sur le sujet. Ceci étant, il faut bien voir quand même que si vous regardez en Europe, les pays les plus catholiques, c'est-à-dire on va dire l'Italie, l'Espagne et la Pologne, ont des taux de fécondité qui sont inférieurs aux nôtres. Donc l'influence de l'Église est quand même... voilà, c'est assez difficile à dire. Bon, en Afrique, effectivement, ça pose un problème. Ensuite, si on prend l'Église catholique, ils sont contre la contraception artificielle, mais ils ne sont pas contre le fait de s'abstenir, par exemple. Non, mais c'est intéressant parce que quand même l'islam dit autre chose. L'islam dit si vous voulez utiliser la contraception pendant 1 ou 2 ans après la naissance, c'est possible parce que c'est dans l'intérêt de l'enfant, dans l'intérêt de la femme. Par contre, donc voilà, là, l'utilisation carrément de la pilule, des implants, tout ce qu'on voudra. Par contre, vous ne pouvez pas le faire plus de, disons, 2 ans, parce qu'après, c'est Dieu qui décide. Vous voyez, c'est 2 points de vue différents, donc, qui finalement, au final, ont le même résultat, disons. Hein. Mais ce qui fait que quand les agences de l'ONU travaillent sur le terrain, ils ne parlent pas de la même façon à un imam ou à un prêtre. Deuxième question. Dans le schéma que vous avez présenté tout à l'heure, où il y avait, si j'ai bien compris, une comparaison à terme et puis actuelle des empreintes carbone des différents pays, il y avait 2,9 tonnes, 2,9 hectares. Ah, c'était en hectares. Oui, ah, d'accord. Et alors en tonnes, ça se traduit comme quel est en tonnes, c'est 11, hein, c'est ce que disait. Oui. Ah, d'accord, très bien. Merci. Mais en fait, j'ai préféré utiliser ça parce qu'on ne trouve pas pour tous les pays l'empreinte carbone en tonnes. Par contre, on a l'empreinte carbone en hectares pour tous les pays avec le réseau empreinte globale. D'accord. Très bien. Oui, vous pouvez préciser ce que c'est l'empreinte carbone en hectares pour moi. Alors, l'empreinte écologique, hein, elle est calculée en hectares. Hein. C'est en fait la surface nécessaire pour produire les ressources qu'un individu consomme et absorber les déchets qu'il génère. Pour produire Pour produire, alors c'est donc, c'est donc la surface nécessaire pour produire les ressources qu'un individu consomme et absorber les déchets qu'il génère. Donc, ressources, voilà. Et donc c'est calculé en hectares. Et la moitié de cette empreinte écologique, dans les pays occidentaux, c'est l'empreinte carbone. Puisque nous, on est à 5,1 en empreinte globale et 2,9 en empreinte carbone. Enfin, même nous, c'est même plus que la moitié. En général, c'est ce qu'on retient. Et oui, le problème, c'est qu'il n'y a pas de table, personne ne fait les empreintes. C'est assez compliqué quand même d'avoir l'empreinte d'un pays, puisqu'il faut une comptabilité nationale, les importations et exportations. Voilà, donc j'ai préféré revenir sur les hectares. Mais la comparaison est la même. Hein. En tout cas, c'est en multipliant le nombre d'habitants par le nombre d'hectares nécessaires que vous arrivez à la notion de nombre maximal tolérable. Oui, c'est plus complexe que ça en réalité. Moi j'ai fait un article, vous pouvez retrouver d'ailleurs, qui est assez long sur le sujet, mais vous êtes obligé de travailler pays par pays. Parce que si vous divisez la biocapacité de la planète,
ça sous-entend que tout ce qui est produit à un bout du monde peut être immédiatement disponible à l'autre bout. Or, en écologie, on sait bien qu'il faut produire local et consommer local. Donc, en fait, on est obligé de travailler par pays par pays. Il y a une question, Paul, ouais, est-ce que vous avez un peu regardé ce qui est l'impact, par exemple, si dans les pays occidentaux actuellement qui ont la plus grosse empreinte carbone par habitant, si on réduisait drastiquement notre empreinte carbone, est-ce que ce serait plus ou moins efficace que réduire la natalité dans les pays qui ont encore une très forte natalité? Est-ce qu'on a un peu un ordre d'idée de comparaison comme ça, la solution qui serait la plus efficace? Est-ce qu'au final, revenir à limiter la population dans les pays qui ont une très forte natalité, est-ce que ce serait aussi efficace ou plus efficace que réduire l'empreinte carbone des pays plus absolument, de toute façon. Pour là, on parle de la France, vous vous intéressez essentiellement à la France. Nous, pour la France, ce qu'on dit, c'est qu'il faudrait plafonner les allocations familiales à 2 enfants. Hein, donc on en verse même une dès le premier, une véritable allocation, pas une aide. Bon, moi j'ai les 2 filles qui ont eu chacun un enfant, donc je sais à peu près ce qu'on leur file. Donc, mais donner une vraie allocation, une pour le deuxième, et puis après on arrête. Alors on n'arrête pas du jour au lendemain, on prévient en avance, et puis on ne fait pas ça de façon rétroactive. Hein. Donc il y aurait un système pendant une génération, une cohabitation de 2 systèmes. Mais oui, on arrête, c'est absurde de subventionner la natalité en France. Et dans certains pays européens, vous avez des pays comme la Belgique qui sont à plus de 300 habitants. Nous, on est à 118 habitants au kilomètre carré. La Belgique, c'est une densité 3 fois supérieure. Les Pays-Bas, c'est 4 fois supérieur. Il y a des pays européens qui sont surpeuplés. Hein. Alors, ça se voit d'ailleurs au niveau d'empreinte écologique et de catastrophe. Oui, parce que du coup, si on divisait l'empreinte carbone de ces pays-là, ou en France... Ah, mais il faut... Oui, non, il faut les deux. Non, mais nous, de toute façon, à démographie responsable, on s'inscrit dans le cadre de la décroissance, carrément. Hein. Donc tout ce qu'on a dit, c'est pour ça que j'insiste, le végétarisme, les voitures, les vols, il n'y a aucun problème. Mais ça ne suffit pas quand on voit la puissance des naissances, de l'enfant supplémentaire. Là où vous avez montré une méthode pour calculer ces chiffres-là, et du coup, est-ce que vous avez regardé la méthode qui est utilisée pour avoir les chiffres qui ont été présentés par l'AFP? Est-ce que c'est à peu près la même chose ou Ah oui, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est cette méthode-là. Okay. Oui. C'est-à-dire que moi, c'est l'été dernier, j'ai écrit aux 2 auteurs, hein, ils m'ont envoyé un dossier, j'ai rien compris, super anglais, donc j'ai tout donné à Amaury Lambert du Collège de France, et c'est lui qui m'a fait les démonstrations. On a correspondu 2-3 fois, mais c'est du béton, hein, il n'y a pas... De toute façon, ça n'a pas été invalidé, quoi. Personne n'est allé contre, ça tient la route. Hein. Et c'est bien de le comprendre, parce que sinon on se dit, mais c'est quoi ce 58, ça arrive d'où? Ben, on prend en compte les générations suivantes. Et ne serait-ce que sur un siècle, c'est même pas la peine d'aller plus loin, là on va quasiment jusqu'à l'infini, mais après ça plafonne, hein, c'est ça. Damien qui voulait... Juste 2 questions. Alors la première, c'était sur au début de la présentation, vous avez montré la carte avec tous les continents, les projections d'évolution de la population, et notamment donc l'Europe, c'était moins 120 millions. Est-ce que ça prend en compte les projections au niveau de l'immigration, notamment l'immigration entre l'Afrique et l'Europe? Et ma deuxième question, vous avez donné quelques exemples de mesures pour essayer d'arriver à une démographie un peu plus responsable. Mais selon vous, comment est-ce qu'on fait pour que ce soit accepté parmi la population, et notamment en France? Oui, alors, il ne s'agit pas que des mesures qui soient acceptées. Hein. Moi, j'en ai parlé tout à l'heure avec Alexandre. Ces choses-là, ça doit être décidé par la population. Hein. Moi, je suis favorable à ce qu'on fasse des référendums. Donc, il ne s'agit pas que ça vienne d'en haut, on dise aux Français, vous faites ça, parce que sinon c'est la révolte. Hein. Bon, l'histoire des allocations, voilà, moi c'est mon avis, il faut faire comme ça. Si un jour il y a un gouvernement qui dit ouais, on supprime on plafonne les allocs, je ne sais pas, ça peut être la révolte, des nouveaux gilets jaunes, des gilets roses par exemple. Non, il faut discuter, il faut que les gens soient d'accord. Hein. Donc ça c'est pour la France. Pour les pays, bon, parce qu'il y a des problèmes en France, enfin, c'est quand même pas énorme sur la natalité, mais si vous voulez travailler sur l'Afrique, il faut que les gens soient d'accord, hein. Il faut y aller en douceur. Voilà. Il y avait pas dit avant. Oui. Je vous dis Arnaud et après toi. Kevin.
Donc merci pour la présentation. Je me posais la question de la transdisciplinarité dans les projections démographiques. Savoir si c'est uniquement basé sur le taux de fécondité et les différentes données des pays, et si ça prend en compte également les disponibilités de ressources alimentaires, énergétiques, etc., qui, dans, je pense, la réalité des projections démographiques vont beaucoup influer sur l'augmentation et la baisse des populations. Oui, alors, il n'y a pas de travail avec les géographes, hein. C'est vraiment les démographes qui font ces projections et qui partent du principe, bon, pour la France, ce 1,83, c'est vraiment, enfin, c'est déjà, c'est pas 1,83 tout de suite, mais après, effectivement, dans 20 ou 30 ans, ils mettent 1,83 jusqu'à la fin du siècle. Donc ça, c'est relativement facile sur nos pays, mais par contre, sur l'Afrique, je ne sais pas si, par exemple, tous les 2 ans, alors ça fait 10 ou 20 ans, ils perdent 0,1 ou 0,2 points, et bien ils continuent sur cette courbe-là. Ils font un travail, c'est vraiment un travail de démographe. Hein. C'est pas, ils ne prennent pas en compte est-ce que ça peut tenir. Par exemple, le Niger pourrait monter jusqu'à 200 millions d'habitants. Les démographes ne se posent pas la question est-ce que ça tient le coup au niveau des ressources alimentaires. C'est pas leur problème. Voilà. Donc c'est tout à fait critiquable, hein, on est d'accord. Hein. C'est vraiment la décroissance des taux projetés sur du long terme. Ça vaut ce que ça vaut, hein. Ce sont des hypothèses. Mais pour l'instant, ça marche relativement bien quand même. Hein. Non, je ne voulais pas intervenir là. Je crois que David avait levé avant, posté à vous. Vas-y. Vincent après. Vincent après. C'était une moitié question, moitié remarque. Quand vous avez fait des calculs, vous avez basé sur les émissions nationales ramenées au nombre de personnes et non à l'empreinte carbone des personnes. C'est volontaire ou parce que l'empreinte carbone est de 12 tonnes à peu près? Oui, ça. Alors que l'émission nationale, c'est 6 tonnes. Oui, tout à fait. Du coup, c'est le double en fait. Tout à fait. Alors, le travail qui a été fait par les 2 chercheurs, là, et qui a repris par le tweet de l'AFP, c'est vraiment l'empreinte, ce sont les émissions carbone, c'est pas l'empreinte. Hein. Donc à la limite, c'est pire que ça. Oui, pour la France, c'est pas tout. Oui, ben, voilà. C'est fait sur les émissions internes. Oui. Donc si ça se trouve, c'est pire que ça. Sur ce calcul, en fait, on est en train de comparer donc, les émissions de carbone qu'on fait sur un an par habitant, qui sont faites pendant un an, avec finalement les émissions qu'il va y avoir pendant 3 générations, c'est ça. Après, on redivise pour dire par an. Donc en fait, on fait une comparaison entre des choses qu'on émet maintenant, pendant l'année, et des choses qu'on va peut-être émettre pendant 3 générations et qu'on ramène sur un an. Oui, c'est bizarre comme comparaison. Non, mais on est d'accord. Disons qu'à ce moment-là, pour comprendre éventuellement mieux, il faut faire l'inverse. C'est-à-dire, vous dites, bon, si je suis végétarien, je décide du jour au lendemain d'être végétarien, jusqu'à la fin, jusqu'à 83 ans, j'en ai 33, donc j'en ai pas 33, je vous rassure. Donc, je vais gagner 50 tonnes. Je vais éviter une émission de 50 tonnes. Et donc, dans l'autre sens, ça marche à ce moment-là. Oui, mais ça marche mieux. C'est vrai que ça, non, mais je suis d'accord, le fait de revenir en arrière, ça pose un petit problème. Quand on l'entend la première fois, ça pose un petit problème. Mais dans 3 générations, je crois que personne ne peut dire combien on émettra et combien nos petits enfants vont émettre. Voilà, et c'est la mission constante, absolument. Non, mais du coup, on compare des trucs qui. Non, mais je suis d'accord, c'est pas. C'est pas simple, ouais. Il y a quelque chose qui cloche. C'est le raisonnement voilà, qui a été fait. Mais je vais dire, si vous reportez dans l'autre sens, déjà c'est déjà un peu plus clair. Vous allez... Ça veut dire que je fais le pari aussi que dans 100 ans, être végétarien, ça revient à pas émettre autant, alors que dans 100 ans, j'en sais rien. Ce sont des hypothèses, ça vaut ce que ça vaut. Il n'y a pas de réflexion. C'est une question, vu que vous êtes dans ce domaine, par rapport à l'Asie, on a vu l'Asie très surpeuplée, ouais. Ça a tendance à se stabiliser. Est-ce que c'est des effets de, par exemple, la Chine, qui est un gros contributeur de la politique de l'enfant unique,
qu'il y avait à l'époque, qui maintenant se voit, ou enfin, quelle est l'évolution prévue, d'où ça vient? Alors la population chinoise va assez rapidement plafonner et décroître en douceur. Ouais. Par contre, l'Inde, qui n'a pas réussi, voilà, qui a loupé le coche, quand ils étaient 300 à 400 millions, la politique a été trop difficile, trop drastique pour un pays entre guillemets démocratique. Donc ils n'ont pas pu. Donc il y a eu pas mal d'avortements et surtout de stérilisation forcée. Et ce qui fait qu'il y a eu un retour de bâton et après ils ont laissé courir. Et pour l'Inde c'est catastrophique. Hein. Ils sont quasiment à 400 avec des provinces. Les provinces qui sont à côté du Bangladesh, là, ils sont au même niveau de densité de population que le Bangladesh, c'est-à-dire 1100 habitants km². Hein. Vous voyez, 1100 habitants km², si on avait cette densité en France, on serait 650 millions. Bon, et déjà, les problèmes qu'on a à 60 millions, on n'arrive pas à les résoudre, c'est catastrophique. Donc oui, il y a toujours pareil, la surpopulation, quand on dit la surpopulation d'Asie, c'est la surpopulation de certains pays, voire de certaines provinces, parce que bon, l'Inde c'est tellement immense, vous avez des provinces de l'Inde qui sont absolument pas surpeuplées, par contre vous avez d'autres. Le Pakistan va avoir de très gros problèmes. Vous pouvez remettre la diapo sur les courbes, là, celle d'avant? Oui. Après, les diaporamas seront mis sur le site internet normalement, si vous voulez. Donc, oui, on les climatique.org. Bon, sauf qu'elle est vraiment mise à jour. Là, je l'ai remis à jour, alors que sur Wiki, peut-être qu'ils l'ont pas remis à jour. Je ne sais pas. Derrière. Déjà, une petite précision. Quand vous parlez de la stratégie bas carbone, donc c'est zéro émission ou c'est zéro empreinte carbone? Bien sûr. Il est pris en compte dans... Qu'est-ce qu'on doit neutraliser? Non, c'est la neutralité carbone. C'est-à-dire ce qu'on émet, on est capable de le recapter, que ce soit, je vous dis, avec nos forêts, donc j'ai parlé de la Guyane entre autres, mais même toutes nos forêts. Moi, je suis dans le Var, il y a beaucoup de forêts, avec les zones vertes, et éventuellement d'ailleurs du captage industriel. Hein. Mais bon, je ne le connais pas bien, mais à mon avis, c'est pas encore au point le captage industriel du carbone. Non, bon, mais il y a des recherches. D'ici à 2050, on y arrivera peut-être. Voilà. J'avais une question sur l'Afrique. Est-ce qu'il y a des études qui font le parallèle entre le niveau de développement et le taux de fécondité? Je me demandais en fait si la stratégie d'amener le planning familial là-bas était aussi efficace que d'aider ces pays à se développer, par exemple. Alors le développement, tout le monde le souhaite pour l'Afrique, hein, mais qui dit développement dit des émissions beaucoup plus importantes. Hein. Mais peut-être moins d'enfants. Mais moins d'enfants, oui. Pour l'instant, il n'y a pas encore d'études qui font... Non, enfin, pas à ma connaissance, mais oui, il faut faire les deux. Il faut développer, il faut travailler sur le planning. Mais oui, vous avez quand même un exemple, c'est l'Amérique du Sud, en fait. L'Amérique du Sud a réussi à faire sa transition démographique avant de se développer. Pour quelle raison? Parce que les Américains au nord se sont affolés. Là, Trump, il s'affole, il veut carrément faire un mur. Mais ils se sont dit, si on laisse 6 ou 7 enfants par femme comme ça, dans quelques décennies, on va être complètement envahi. Donc ils ont mis le paquet. Hein, c'est l'oncle Sam. Voilà. Alors, il y a eu des excès hein, au Pérou, avec Fujimori, etc. Il y a eu des stérilisations forcées. Hein. Mais... moyennant quoi, ça s'est quand même beaucoup fait avec, on parle souvent le Mexique, les telenovelas, genre les plus belles de la vie d'ici. Bon, voilà, on mettait en scène des familles qui faisaient attention, qui utilisaient le planning, etc. Bon, c'est un peu du bourrage de crâne, mais enfin, ça a fonctionné quand même. Donc, c'est pour la bonne chose. David, juste pour une petite remarque. Gaël Giraud, il dit les deux mesures les plus efficaces pour la démographie, après vous me confirmerez ou pas, c'est l'éducation des jeunes filles et le planning familial. Absolument. C'est ces deux choses, c'est pas le développement, c'est vraiment ces deux choses qui permettent aux femmes de gérer, en fait, de décider elles-mêmes le nombre d'enfants qu'elles veulent, qui a comment les faire, je sais pas. Non, mais il a raison, c'est très intéressant, Gaël Giraud. Non, mais de toute façon, voilà, l'éducation des jeunes filles, parce que sinon elles. Bon, déjà, elles sont mariées très jeunes, mais ne serait-ce que le recul de l'âge du mariage, hein, ça a joué dans certains pays. Il y a certains pays où il faudrait encore le reculer. Hein.
Enfin, au Niger, les gamines à 13 ans, elles sont déjà mariées. Hein. Elles ont le premier enfant à 14, quoi. Donc c'est vrai que si vous reculez, déjà si elles sont en classe, bon, elles sont en classe, et puis si ça leur développe l'esprit, elles se sortent du carcan familial, du carcan culturel, c'est vraiment très important. Qui a encore des questions? Parce qu'on a limité juste pour voir à peu près. Ok, on va prendre 3. Quoi? C'est rapide. Juste, il y avait une conférence hier à Grenoble sur la capture de CO2, et la Norvège, ils en font dans des grands champs gaziers en fait. Et ça a l'air de marcher quand même. Non, mais il faut espérer que ce soit possible. Bon, maintenant, si c'est pour continuer à en émettre, c'est pas... Il y avait 2 questions. Ouais, vas-y. Moi, c'était une remarque par rapport à ce qui a été dit, l'éducation des jeunes filles. Je crois que c'est pas juste l'éducation des jeunes filles, c'est l'éducation de la population. Bien sûr. Non, non, pourquoi on insiste sur les jeunes filles? C'est parce qu'elle est en retard. Oui, c'est pour ça qu'on insiste, parce que souvent, en fait, quand une famille a le choix, elle va envoyer le garçon à l'école. Ou les garçons à l'école. C'est pour ça qu'on insiste sur les... Mais c'est pas, il n'y a pas de dire c'est les jeunes filles en particulier, je sais pas, qui ont rien compris ou quoi, c'est pas ça, hein. C'est qu'elle est en retard, elle est vraiment en retard. Il y a des écoles où en fait le problème, c'est le problème des toilettes par exemple. Comme il n'y a pas de toilettes filles, toilettes garçons, ben, les filles refusent d'aller à l'école. Donc il y a plein de choses comme ça qui font qu'il faut mettre le paquet sur ce qu'on dit, mais c'est pas un truc pour discriminer les jeunes filles, pour dire, je sais pas quoi, hein, cette éducation est très en retard en fait. Vous avez peut-être deux garçons qui vont à l'école pour une fille, enfin, bon, alors qu'en théorie il y a autant de filles que de garçons. Hein. C'est ça, hein, il n'y a pas de... Amélia, tu avais la dernière question. En fait, je me demandais du coup, votre association, en dehors de promouvoir cette idée que l'allocation familiale devrait se limiter à 2 enfants, elle fait quoi? D'information on fait d'autres mesures. Donc nous, on est entre 250 et 300, avec une dizaine de personnes qui travaillent dans les associations. Hein. Voilà, donc moi, je me déplace. On est présent sur des salons, quasiment, pas tout, mais un grand nombre de salons écolos à Paris. Là, moi, j'en viens, on a fait 12 jours. On fait vraiment de la formation. On a une association partenaire au Togo, mais bon, c'est infime, c'est une goutte d'eau hein, par rapport à ce qu'il faudrait faire. Mais je pense que quand même, on existe depuis 10 ans, la situation a vraiment évolué. Hein, maintenant, il y a plein de minutes de tableaux, on parle du sujet. Bon, c'est pas de notre fait, évidemment, mais on a dû quand même avoir un tout petit rôle, ne serait-ce qu'on a quand même des membres d'honneur. On a Yves Cochet qui est membre d'honneur, qui est le ministre de l'Environnement, Antoine Bechter qui est un ancien candidat à la présidence de la République. Voilà, des géographes. Alors, bon, ils en parlent autour d'eux, etc. Là, peut-être ça fait un peu mousser, et finalement, ça a une petite influence sur le reste. Mais toujours pareil, hein, les associations, je vois souvent il y a des jeunes qui entrent dans l'association, ils trouvent que ça passe assez vite, mais c'est pareil partout, même dans les partis politiques, tout le monde trouve que c'est trop lent, hein, mais il faut quand même faire le travail. Juste une remarque d'un livre que j'avais vu, je me souviens, qui s'appelle Overshoot, je crois. Un très beau livre photo qui montre un peu toutes les conséquences de la surpopulation sur les dernières années. Et donc c'était le titre, c'est Overshoot. Ouais. Je connais pas. Ok, merci beaucoup.